Comme je ne sais pas si quelqu'un doit m'introduire ou me présenter, on va se lancer. Hein. C'était 15h30, il est 45. C'est moi qui étais le plus en retard, pardon, parce que Joe Biden a coupé l'autoroute du Sud pour reprendre l'avion. Donc voilà, il a bloqué le maire Jean-Philippe Dubois-Clément jeudi à l'année, et c'est moi qui ai fait le départ. Ça s'appelle l'espace Michel-Ange. Oui. Ah, c'est là. Très bien. Bon, écoutez, merci beaucoup de votre présence à tous, toujours fidèles. C'est ma 14e édition, mon 14e dimanche après-midi annuel à Mency, dans ce salon du livre et de la bande dessinée que je chéris particulièrement, d'Île-de-France. Je remercie évidemment, puisque je viens de le citer, Jean-Philippe Dubois-Clément, notre maire bien aimé. Quand je dis notre, moi je ne vote pas ici, mais si j'habitais ici, je voterais pour lui dans ce jour d'élection. Il va de soi évidemment que je remercie l'équipe du Salon du Livre, notamment Claude Garot, mais aussi notre patinette préférée, technique. Voilà, Sophie Renac, des tas d'amis et de visages que je revois annuellement ici dans cette belle manifestation. Voilà. Comme c'est un peu l'usage, je vais vous parler de mon dernier livre. Étant donné mon rythme de production, vous devriez d'ailleurs faire un salon chaque mois. Ce serait plus simple pour suivre ma productivité. Mais on va se débrouiller avec le dernier qui s'appelle L'affaire Céline, l'incroyable histoire des manuscrits retrouvés. Évidemment, c'est Céline l'écrivain, hein, pas la mode, pas la chanteuse dont nous allons parler, mais dans un salon du livre, donc j'espère qu'il n'y a pas d'ambiguïté. Et, voilà. Et d'une histoire incroyable, la plus extraordinaire qui puisse être arrivée à un avocat et écrivain comme je le suis, en 31 ans de barreau. C'est l'affaire qui m'a le plus fasciné. Elle m'occupe encore un peu, même si elle se termine principalement. Et elle s'est ouverte en juin 2020 avec la réapparition soudaine dans mon bureau de 6000 feuillets inédits de Céline, dont le manuscrit de Mort à crédit et donc 4 romans inédits, événements sur lesquels je vais revenir longuement un peu et sur lesquels je reviens plutôt très longuement dans mon livre qui vient de paraître. En juin 2020, vous en souvenez peut-être, c'est la fin du confinement. Un autre monde, hein, un autre temps quasiment. Enfin, un autre temps, c'est avant. De mars à quasiment fin mai, début juin 2020, nous avons été privés de beaucoup de choses, bloqués, attentifs, pas suroccupés, c'est le moins qu'on puisse dire. En tout cas, moi, le téléphone sonnait peu au cabinet d'avocat, puisque les tribunaux étaient fermés, donc mon activité était un peu plus que ralentie. Et je reçois un message énigmatique par courriel d'un homme qui s'appelle Jean-Pierre Thibaudat, dont le nom ne m'est pas inconnu. Je ne l'ai jamais rencontré, mais il a été critique de théâtre dans Libération pendant 40 ans. Correspondant à Moscou de ce même journal, chef du service culturel. Et il m'écrit pour me dire, monsieur, maître, de nombreuses personnes qui ne savent pas ce dont je vais vous parler, mais à qui j'ai demandé qui consulter comme avocat, problème de droit d'auteur, patrimoine, enjeux national, international, 20e siècle, littérature, qui puis-je consulter? Et on m'a toutes mes connaissances dans le milieu littéraire m'ont orienté vers vous. Et moi, je lui dis benoîtement, venez me voir et puis apportez ce dont on doit parler. 2 jours plus tard, il est dans la salle d'attente de mon cabinet avec les 2 plus grosses valises qu'on puisse avoir le droit de trimballer dans un aéroport. Donc quelque chose de très volumineux. Et je me souviens, je lui ai dit benoîtement et candidement, mais je vous ai demandé de venir avec les documents, pas de vous installer chez moi. Là, il a eu un petit sourire en coin et rentré dans mon bureau, a pris de la place, ça ne tenait pas sur la table de réunion, et a ouvert 2 valises énormes, et dans lesquelles il y avait 6000 feuillets débordants, tassés, enserrés, et pour certains fermés par chapitre avec des pinces à linge en bois, comme les utilisait Louis-Ferdinand Céline, à défaut d'une agrafeuse quand il avait terminé un chapitre qu'il considérait comme définitif. C'était très spectaculaire, je vous dirais très émouvant, que de voir apparaître ces manuscrits dont on savait pour partie que certains avaient existé, mais dont on avait perdu la trace, et dont l'auteur lui-même s'était convaincu qu'ils avaient été détruits, brûlés, jetés au moment de la libération de Paris.
événements sur lesquels je vais revenir. Il s'avère que Jean-Pierre Thibaudat me montre tout cela rapidement. Je lui dis, mais cher ami, par ailleurs, vous avez fait une copie, vous avez numérisé. Et il me dit, mais maître, j'ai reçu cela dans les années 70 quand j'étais journaliste à Libération. Est-ce que vous imaginez qu'il y avait des photocopieuses à chaque bureau? Est-ce que vous imaginez qu'il y avait des ordinateurs? Est-ce que vous imaginez qu'il y avait un scan? Évidemment, il n'y a pas d'autres exemplaires. J'en ai fait aucun autre. C'est le seul. Et d'ailleurs, j'ai été très craintif en venant chez vous parce que ces manuscrits, je les ai ramenés de ma maison de campagne où ils sont depuis 40 ans et où je les ai étudiés. Très vite, je lui demande ce qu'il y a dedans, là, c'est 6000 feuillets, et il m'apporte par ailleurs une transcription dactylographique qu'il a faite sur une clé USB. Donc il me confie un matériau lisible, parce que les manuscrits de Céline, sur toute une vie, sont parfois difficiles, même très difficiles. C'est moins qu'on puisse dire que c'est une écriture de médecin, très difficile à lire. Il y a là donc le manuscrit de Morat Crédit. Il y a le manuscrit d'un livre qui est paru depuis maintenant, il y a 2 ans et demi, 3 ans, qui s'appelle Guerre, qui est un roman inédit, qui est une sorte de suite du Voyage au bout de la nuit. C'est la tranchée, Héros et Thanatos, Céline blessée, on savait qu'il avait été blessé au front en 14, et là il raconte sa blessure, le moment où l'obus tombe sur son camarade de tranchée, le blesse lui, comment il se réveille à l'hôpital de campagne, voyant l'infirmière pratiquer quelques soins et puis se donner du plaisir grâce à la rigor mortis de ses camarades les moins chanceux. Enfin, un texte ahurissant, d'une crudité et d'une beauté extraordinaire. Il y a là Londres, un manuscrit de 1000 pages qui raconte le moment où Céline, après avoir été blessée au front, est affectée pour finir son temps militaire de service, pas de service plutôt, comme appelé, à l'ambassade de France à Londres. Au milieu plutôt, il va fréquenter les bas-fonds, les prostituées, les planqués qui ne veulent pas aller au front, etc. Il y a là un texte qui s'appelle La volonté du roi Krogold ou La légende du roi René, qui est un roman de chevalerie, dont on connaissait l'existence, mais qu'on croyait perdu à jamais, que Céline a envoyé à son éditeur De Noël, après le succès du Voyage au bout de la nuit, et De Noël lui a dit on n'en veut pas, on ne le publiera pas parce que c'est pas ce que le public attend de vous. Et Céline, vexée, est retournée chez De Noël, chercher le seul exemplaire qui existait et l'a rapporté chez lui. Il y a là le texte complet d'un manuscrit qui s'appelle Casse-Pipe, d'un roman dont on ne connaissait que quelques dizaines de feuillets que Céline avait réussi à sauver et a publié au début des années 50, enfin au début des années 50, quand il est rentré en France. Et puis il y a là la correspondance avec Robert Brasillac, autre grand, si je puis me permettre, collabo, beaucoup de guillemets pour le grand, et évidemment la correspondance avec De Noël, son éditeur, assassiné dans des circonstances mystérieuses à la Libération en 1945. Il y a la correspondance avec beaucoup d'amoureuses. Céline avait beaucoup de goût pour les danseuses. Les filles en tutu, il en a épousé une, Lucette Almanzor, devenue Lucette Détouche, morte à 107 ans en 2019, je vais y revenir. Et puis il y a des photos de famille totalement inédites, les photos du mariage de Céline en 1942 avec Lucette Détouche, les photos du père de Céline, beaucoup de documents extraordinaires. 6000 feuillets en tout, qui sont considérés comme légendaires, mythiques, perdus au Dixit Céline, et Dixit notamment la concierge de la rue Girardon dans le 18e arrondissement sur la butte Montmartre où il habitait jusqu'en 1944, jusqu'au débarquement, qui avait dit qu'on avait vu des feuillets jetés par la fenêtre et qu'il y en avait tellement que ça avait couvert la totalité de la rue avant d'être dispersé par le vent et par la foule. Si Jean-Pierre Thibaudat vient me voir en juin 2020, en ayant gardé le secret d'existence de ces documents pendant des décennies, ça n'est pas totalement par hasard pour le calendrier. C'est parce que Lucette Détouche, la fameuse danseuse que je viens d'évoquer, est donc décédée en décembre 2019, à l'âge de 107 ans. Et que Jean-Pierre Thibaudat m'explique qu'il a juré, au moment où on lui a remis ses documents, qu'il attendrait, Céline était déjà morte en 61, mais qu'il attendrait la mort de Lucette Détouche avant de pouvoir les rendre publics, de les faire éditer, sans doute par Gallimard, puis de les faire déposer dans une bibliothèque nationale, la BNF notamment, de façon à ce que cette dame ne jouisse pas des droits attachés à cette œuvre, étant précisé qu'elle a fui avec Céline en 1944, lors du débarquement, pour rejoindre le maréchal Pétain
et quelques personnages peu sympathiques, en 1944, hein, français, qui ont été mis à l'abri par les Allemands, à Sigmaringen notamment, célèbre petite ville en raison des châteaux dans lesquels on a parqué la totalité des collabos, le millier de collabos français considérés comme ayant de la valeur intellectuelle ou politique aux yeux des Allemands. De fait, Jean-Pierre me raconte que en juin 1944, Céline, comme vous le savez, je ne vous apprendrai rien, est un écrivain à la fois extrêmement connu, un des écrivains les plus connus de la planète. Il a loupé le Goncourt pour Voyage au bout de la nuit, il a eu le Renaudot, il a publié Mort à crédit, il est traduit dans des dizaines de langues. Il est surtout aussi l'auteur de 3 pamphlets antisémites abominables, d'une espèce de vomissure absolument, une bile abjecte, qui s'appelle Les Beaux Draps, L'école des cadavres, Bagatelle pour un massacre. 2 sont publiés spontanément, si je puis me permettre cette expression, avant la guerre, en 38 et 39. Et puis un est publié, on va dire, en 41, je ne suis même pas sûr qu'il ait plu à l'occupant parce qu'il est tellement délirant que c'en est déconcertant. En tout cas, Céline est évidemment fait partie des gens qui ont tout intérêt à fuir lorsque le vent tourne politique et que le régime allié de Vichy et le régime nazi sont menacés pour de bon. Juin 1944, 80 ans qu'on vient de célébrer, hein, il y a à peine 2 jours, les Allemands contactent à la va-vite le millier de collabos à Vichy et à Paris qu'il faut mettre à l'abri. Ils feront la même chose en Belgique, en Hollande, dans plusieurs pays alliés, entre guillemets, de leur régime. Et ils emmènent et proposent d'emmener les dignitaires se mettre à l'abri. Céline a 1 heure pour faire ses valises, prendre le minimum, une liquette, un pantalon. Il emmène sa femme, Lucette, son chat Bébert, célèbre par la littérature désormais, et puis il laisse chez lui, sur la butte Montmartre, ses meubles et puis tous ses manuscrits. Il a tout conservé de ce qu'il écrivait. Des nouvelles de jeunesse, la correspondance, il en a fait copie quand il envoyait à des correspondants importants. Il a là des manuscrits de toute son œuvre en travail, des chantiers qu'il a prévu de faire et de compléter au Voyage au bout de la nuit et à Mort à crédit. La seule chose qui manque, c'est le manuscrit justement de Voyage au bout de la nuit parce qu'il l'a vendu pour des questions d'argent à un collectionneur dans les années 30. Mais tout le reste, les brouillons de jeunesse écrits à 14 ans, les essais, les tentatives, la documentation pour écrire les pamphlets antisémites, les articles délirants publiés par la presse allemande, les traductions faites par le régime nazi pour l'envoyer à Céline pour qu'il puisse s'abreuver à la propagande du parti hitlérien. Tout est là. Dont, encore une fois, l'équivalent de 4 romans inédits, dont le fameux roman de chevalerie, le casse-pipe qu'on verra plus tard sur quelques pages, Guerre et Londres, et puis des dizaines d'autres documents importants pour l'histoire de la littérature. Il pense, Céline, qu'il va partir pour quelques jours, et c'est ce que les Allemands disent, hein, c'est juste par sécurité, il faut vous mettre à l'abri. On est en juin, c'est l'été, il fera beau, donc on vous ramène dans quelques temps, 15 jours, 8 jours, 1 semaine, 1 mois peut-être maximum. L'histoire, vous le savez, tournera autrement. Il s'avère que Céline sera bien évidemment, comme tous, au moment de la débâcle, obligé de fuir Sigmaringen. Il passera par Berlin. De Berlin, il monte vers la frontière danoise. Et il a mis de l'argent, placé de l'argent dans les années 30 au Danemark, parce qu'il a ses livres ont été traduits en danois, et il a trouvé que c'était un endroit agréable et un pays sûr, et il trouve que les banquiers, ils sont sympathiques. Bon. Donc il a placé de l'argent au Danemark, et donc son projet avec Lucette, sa femme, c'est de rallier le Danemark, Copenhague. Là, il est reconnu. L'écrivain Céline, malgré ses papiers qui disent Docteur des Touches, est reconnu par les Danois, qui l'arrêtent. Et voilà le collabo Céline. 9 mois de prison, des années d'assignation à résidence, le temps qu'on alerte les autorités françaises et que son sort ne soit réglé en quelque sorte. Il restera au Danemark jusqu'en 1951, avant de revenir s'installer dans le pavillon de Meulière de Meudon, là où il finira ses jours route des Gardes en 1951, et où là restera Lucette des Touches, qui donnait des cours de danse dans ce pavillon, et morte donc en décembre 2019. Il y a chez Céline la conviction, dès le début, dès la fuite, très peu de temps après, que les manuscrits ont été perdus, que des gens sont rentrés dans l'appartement, que des résistants ont fouillé,
qu'ils ont voulu détruire son œuvre, qu'ils ont cherché des informations, et qu'il y avait par ailleurs, il le savait, dans son propre immeuble un résistant qui se cachait évidemment de sa résistance, mais dont il soupçonnait un communiste, un ancien communiste, dont soupçonné par Céline d'être un homme qui s'est fait procurer les clés par la concierge pour monter très vite dans l'appartement de Céline à sa fuite. Et beaucoup de gens, encore une fois, lui ont dit que tout avait été détruit. Il s'en est convaincu. Quand il rentre en France en 1951, il faut préciser que c'est par le truchement d'un avocat qui s'appelle Tixier-Vignancourt, célèbre avocat d'extrême droite, qui a été directeur de campagne de Jean-Marie Le Pen, notamment, dans des élections présidentielles, mais très bon avocat, qui réussit par un tour de passe-passe, après des années de procédure, à faire croire à un magistrat de permanence qu'il faut simplement traiter un petit dossier d'épuration concernant le docteur Détouche, médecin de Clichy, du dispensaire de Beson, ayant été juste un peu pétainiste, et en cachant totalement qu'il s'agit d'écrivains Céline, ayant abreuvé la presse et surtout les librairies de textes antisémites et racistes d'une violence inouïe. C'est comme ça que Céline bénéficie d'une sorte de simple petite réprobation. Il perd ses décorations militaires de 14-18 et il peut rentrer en catimini en 51 en France. Il s'avère qu'en 51, il reçoit une visite. Il est contacté puis il reçoit une visite d'un personnage avec qui il ne s'entendra pas, mais qui est primordial dans cette histoire. En 1944, quand Céline s'enfuit, l'appartement est donc laissé vide. Il y aura sans doute une ou deux visites, très vite, de résistants. La France est encore occupée, hein, en juin 44, juillet, tout l'été 44, qui cherchent des informations, c'est vrai, retournent les papiers, parce qu'ils cherchent des annotations de Céline sur des numéros de téléphone, des adresses de collabos, dont on n'a pas pu localiser exactement la résistance. Des noms connus publics, mais qui ne sont pas dans le bottin, et puis c'est pas le moment d'aller demander au poste où se trouve X ou Y. Hein. On a encore, il y a des nazis partout, l'appartement de Céline, dans la rue, il y a des gens qui surveillent, etc. Donc, les papiers sont remués, mais personne n'emporte vraiment rien. Il y a, en revanche, à partir de la libération de Paris, un homme qui se voit affecter le logement de Céline comme logement de fonction. Cet homme s'appelle Yvon Moranda. Il est préfet lorsque les pleins pouvoirs sont votés à Pétain. Il refuse de servir le régime de Pétain. Il refuse un régime antidémocratique et anti-républicain. Et donc, il démissionne. Il est radié évidemment de la fonction publique dans les 24 heures. Au journal officiel, il est considéré comme un traître et son appartement à Neuilly-sur-Seine sera saisi puisque c'est celui d'un traître. Yvon Moranda est un homme qui a une famille, il a déjà 2 enfants, une femme, il prend le maquis, il met ses enfants à l'abri, sa femme à l'abri, et lui s'enfuit et prendra le maquis dans le sud de la France. Et puis après plusieurs temps dans le maquis, il rejoindra De Gaulle à Londres, voyant là le seul espoir que la France libre renaisse un jour. Et il rentrera à Paris en 1945, évidemment, avec Leclerc, avec les autres. Il sera fait compagnon de la Libération par le général de Gaulle, vous savez, cet ordre qui couronne ceux qui ont été véritablement des héros français dignes d'importance. Et notamment dans les faits d'armes, il libéra l'hôtel Matignon, par exemple, avec fusil au poing. Donc c'est un homme admirable qui n'a plus de logement, vous l'avez compris. Celui de Neuilly est occupé, il a été vendu. Alors le voilà qui se retrouve comme logement de fonction dans le petit appartement de Céline sur la butte Montmartre où il y a tout dans son jus. Les meubles et les manuscrits. Bon, Yvon Moranda est un homme éduqué, hein. Il est préfet, il regagne ses rangs de préfet, il décide de mettre les meubles au garde-meubles et puis en revanche, les manuscrits, de les rassembler tous dans une grande caisse. Il les remet, non pas dans l'ordre, c'est difficile, mais il prend par grande brassée ce qu'il y a partout sur les étagères, dans des tiroirs et ainsi de suite. Et il en fait une grande caisse, les mettant à l'abri pour le moment. Et puis, 1 an plus tard, il doit libérer l'appartement de fonction. On lui a redonné sa dignité nationale. Il a récupéré son appartement à Neuilly. Donc, il s'y réinstalle avec sa femme et ses enfants. Et il laisse les meubles de Céline au garde-meubles et il emporte la caisse de manuscrits qu'il met à l'abri chez lui. Et il attend. En 1951, quand il apprend que Céline est de retour, il lui écrit pour lui dire « Monsieur, j'ai vos papiers et vos meubles. » Et Céline lui dit « Il faut que je vous voie. » Va voir Céline à Meudon.
Et quand il explique qu'il a les meubles, mais qu'il faudra payer la facture du garde-meubles, parce que lui n'entend pas la payer à la place de Céline, si Céline veut récupérer ses meubles, et quand il y a les papiers, en revanche, il n'y a pas de problème pour les reprendre, Céline, fou de rage, voyant un compagnon de la libération, un gaulliste de gauche, un résistant, un héros, lui rapporter, ou être sur le point de lui rapporter ses documents, ses manuscrits et même ses meubles, il le traite de communisto-gaulliste et l'envoie balader en disant que c'est un escroc et un voleur. Céline s'est tellement convaincue, on connaît ces phénomènes, hein, dans lesquels les souvenirs, les gens s'auto-convainquent de quelque chose et n'acceptent pas l'idée que ces manuscrits aient été sauvés, qu'ils existent. Il en a fait le deuil, il l'a écrit partout, à Gallimard, à ses éditeurs, que vraiment tout était perdu, qu'il devait recommencer, qu'il avait besoin d'argent, etc., et que c'était une victime, c'est lui la victime, victime de la Seconde Guerre mondiale. C'est pas les autres, c'est pas les Juifs, c'est pas la Shoah, c'est pas la, etc., c'est lui, qui est par ailleurs devenu raciste, hein, également envers l'encontre des Noirs, juste à la sortie de la Première Guerre mondiale, après un séjour d'1 an au Cameroun, où il est chargé de diriger une plantation de fruits. Il y a donc chez Céline ce refus d'obstacle, et par ailleurs l'incarnation dans le Sauveur de tout ce qu'il déteste politiquement. Donc quelqu'un de parfait, de noble, qui a démissionné et était du bon côté. Pour la petite histoire, Yvon Moranda deviendra secrétaire d'État sous De Gaulle, et puis dans les années 70, quand il se sentira déclinant, il parlera à ses enfants qui savent l'existence de cette caisse qui est au grenier désormais, avec tous les manuscrits. Il leur dira qu'il faut trouver quelqu'un de confiance pour la conserver, jusqu'à ce que Madame Destouches décède à son tour. Il dit « Le docteur Destouches m'a traité de salaud, alors que c'est lui le salaud, évidemment. Donc il est hors de question que ni lui ni elle ne jouissent de l'argent que peut représenter ces textes. Il ne faut pas les brûler, il ne faut pas les détruire, il faudra les confier à la recherche publique. Ça appartient à l'histoire, parce qu'il y a dedans aussi bien la littérature que des choses antisémites qui permettent de comprendre ce qu'est pour lui le devoir de mémoire déjà, la nécessité de comprendre les mécanismes de la haine, notamment chez un grand intellectuel ou un grand écrivain comme Céline. Les enfants sont un peu dépassés par cette mission, ils ont déjà beaucoup de choses à gérer, leur mère, leur père qui décline et qui va mourir, les autres biens, les problèmes d'héritage. Ils contactent un ami commun qui s'appelle Jean-Pierre Thibaudat, journaliste à Libération. Thibaudat, ça n'est pas le nom de naissance de Jean-Pierre, c'est le nom de jeune fille de sa mère, et sa mère est importante parce qu'elle a été résistante, une grande résistante. Elle appartenait au réseau Vaillant, au réseau communiste, et elle s'est notamment enfuie du fort de Vincennes où elle venait d'être arrêtée. Elle était enceinte, et elle a fait croire qu'elle perdait les os pour pouvoir être emmenée à la maternité, et elle a sauté de l'ambulance pour rejoindre le maquis. Il faut un peu de détermination hein, pour ce genre de choses. Hein. Voilà, vous imaginez une femme là sautant dans la banlieue de Paris de l'ambulance et filant à toutes les ratées dans la travers champ ou à travers banlieue jusqu'à ce qu'elle trouve des relais et ensuite puisse passer le reste de son temps dans le Vercors, où elle rencontrera l'homme qui n'est pas le père, qui n'est pas celui qui l'a mise enceinte, mais un autre homme dont elle tombera amoureuse, qui est le père de Jean-Pierre Thibaudat, qui lui-même est résistant. Voilà. Et si Jean-Pierre est choisi en quelque sorte par la famille Moranda, c'est d'abord parce qu'il est l'enfant de résistants, d'une famille insoupçonnable, de collusion avec la France moisie qui a été celle du maréchal Pétain, parce qu'il est aussi journaliste dans un quotidien à l'époque de gauche et de référence, parce qu'il est également un lettré, il est critique de théâtre, il a notamment écrit sur la seule pièce de théâtre que Céline ait faite qui s'appelle L'Église. Il a une connaissance intime et profonde et un respect immense pour la littérature, capable, comme nous, de faire la distinction entre l'homme et l'œuvre, séparer un horrible salaud antisémite et raciste d'un génial écrivain. Puisqu'il faut bien le dire, il y a deux grands écrivains géniaux au XXe siècle que la France a produites. Hein. D'un côté, Louis-Ferdinand Céline, collaborationniste plutôt, antisémite et raciste, et puis Marcel Proust, homosexuel juif. Alors après, on peut rajouter Camus, Sartre, beaucoup de grands auteurs autour d'eux. Mais il y a ces deux figures qui ont révolutionné véritablement leur rapport à la littérature et qui sont totalement antagonistes. Il y a cette promesse que fait Jean-Pierre Thibaudat lorsqu'il va chez Yvon Moranda.
de respecter le secret des sources. Il est journaliste, il dit donc jamais, sans votre autorisation, je ne dirai que c'est vous qui avez sauvé ces manuscrits. Jamais sans l'autorisation de vos enfants, je ne le ferai. Et j'attendrai le décès de Lucette des Touches, et on pense dans les années 70, Céline est morte en 61, elle est plus jeune que Céline, mais enfin bon, on se dit que bon an mal an, hein, ça devrait arriver d'ici quelques temps. Personne n'avait calculé qu'elle mourrait à 107 ans, en 2019, voilà, chez elle. Voilà pourquoi en décembre 2019, Jean-Pierre se sent d'un seul coup libéré de cette charge et à même d'accomplir la mission qui est de rendre public. Il a passé environ 9 ans à décrypter les manuscrits. D'abord à les classer. Pendant 1 an, il classe. Tout est déclassé. Rien n'est numéroté. Hein. Si vous êtes écrivain et que vous prenez votre plume et vous commencez à raconter votre histoire, vous ne mettez pas 1, 2, 3 scolairement. D'abord parce qu'ensuite, vous changez l'ordre, vous faites autre chose, vous vous y retrouvez dans votre copie, c'est votre livre. Donc, c'est pas numéroté. Ça a été retourné et mis en bazar pour chercher d'autres choses, puisqu'il écrivait au dos pour noter les numéros de téléphone et du genre « pensez à acheter le pain », des tas de trucs comme ça. Donc, il faut remettre dans l'ordre. 1 an. Il me dit « j'emmène tout à mes maisons de campagne et je mets tout par terre pour reconnaître les phases d'écriture. Quand on est jeune, on écrit mieux, plus lisiblement, hein, de façon scolaire. Et quand on est médecin, qu'on a 50 ans, que c'est l'âge de Céline quand il s'enfuit, évidemment, c'est beaucoup plus difficile à lire. D'autant plus que Céline utilise beaucoup d'abréviations, comme chacun d'entre nous, pour des mots qui nous sont communs au courant. Hein. Chaque fois que c'est Lucette, c'est elle. Chaque fois que c'est B, c'est Bébert le chat. Mais c'est aussi Bardamu, c'est aussi tous les lieux de la guerre de 14-18 sont en abréviation, et ainsi de suite. 1 an pour trier, mettre dans l'ordre. 8 ans pour déchiffrer, en achetant tout ce qui est disponible sur Céline. Tout ce qui a été publié de Céline. Tous les facsimilés que font l'université pour étudier 2 ou 3 pages, un feuillet, une lettre, c'est 800 livres. Donc, et Jean-Pierre me dit, ma femme me prenait pour un dingue, elle me dit, pourquoi tu t'énerves comme ça? Il me dit, je viens de rentrer, il est 1 h du matin, t'as pas vu, j'étais au théâtre à Bobigny, j'ai vu une pièce épouvantablement nulle, donc il lui dit, non seulement je ferai un mauvais petit papier, un méchant petit papier demain dans Libération, parce que ça ne mérite pas, 1, un grand papier, 2, un gentil papier, mais en plus, aller à Bobigny, c'est loin, et je me suis tapé une pièce interminable, ça m'a fait perdre 5 heures pour Céline. Et elle lui dit, il est temps de te reposer, Jean-Pierre. C'était assez amusant. Il partira aussi 4 ans comme correspondant à Moscou, donc ça interrompt le travail. Et en tout, c'est 9 ans véritablement de travail quasiment à temps complet pour y arriver, tout en étant à côté chef de service à Libération Culture, en allant au théâtre, en écrivant d'autres choses, et ainsi de suite. Par ailleurs, il a écrit 8 ou 9 livres, Jean-Pierre Thibaudat, un roman, un livre sur la Sibérie, beaucoup d'autres choses. Lorsque Lucette des Touches meurt, il se dit « je ne suis pas tout à fait prêt ». Ça fait des années qu'il est abonné à des revues céliniennes ou des actes de colloque qu'il empile sur sa table de travail. Ça fait des années qu'il a fini le gros de la transcription, mais il a tout comparé, ligne à ligne, ce qui est inédit, ce qui n'est pas inédit, les textes, les variantes, pour mort à crédit, chaque minuscule variante, chaque mot changé, chaque paragraphe rajouté. Mais là, il y a tout ce qu'il n'a pas regardé depuis une quinzaine d'années. Il dit, c'est mon devoir de vérifier s'il n'y a pas des choses qui changent encore la lecture et la transcription que j'ai faite. D'où les quelques mois qu'il mettra à venir me voir, et surtout, ces mois seront bénéfiques puisque, comme vous le savez, le confinement entraîne notamment la fermeture de quoi? Des théâtres. Et donc Jean-Pierre se retrouve avec les 3-4 mois qui lui manquaient vraiment pour finir le travail. Et c'est ainsi qu'il toque à ma porte et que nous nous retrouvons avec la totalité de ces manuscrits. L'histoire ensuite, c'est que il me demande que faire, que peut-on faire pour rendre ça public. Il me dit, je ne veux aucun bénéfice. J'ai pris la succession d'un héros, un vrai héros de la résistance, d'un homme bien. Mon travail, ma mission, moi, c'est d'aimer la culture et de promouvoir le théâtre. Je suis dans cette même idée, bibliothèque publique, édition Gallimard, plus grande mise à disposition pour les chercheurs, pour tous, pour comprendre, à la fois lire ce qui est très beau, des romans inédits, et puis en même temps comprendre ce qu'est l'horreur d'un type complètement cinglé qui s'est mis à haïr tous ses semblables. Il y a donc cette mission, et je lui dis, écoutez, là pour l'instant, Céline n'est pas dans le domaine public, la seule solution c'est les héritiers. Les héritiers de Céline. Céline a eu une fille. Elle a refusé la succession en 61 à sa mort. Il y a eu des rapports très compliqués avec elle. C'est une fille née d'un premier lit avant Lucette des Touches. Donc les choses ne sont pas extraordinaires.
Et en revanche, il a nommé, elle a nommé, Lucette Détouche, 2 personnes dans son testament. Une que je connais bien, qui s'appelle François Gibault, avocat, pas vraiment d'extrême gauche, c'est le moins qu'on puisse dire. Hein, il est devenu l'avocat de Madame Céline en 61, quand celle-ci s'inquiétait des éventuelles répercussions de la petite fraude pour entrer en France dès de son mari. Hein, quand même, en théorie, ils ont leurs biens confisqués. Donc la question des droits d'auteur, elle se la pose, savoir si ça ne va pas, si on sait au fur et à mesure très publiquement que Céline est revenue, que les choses sont là, etc. D'autant plus que Gallimard a le projet en 62 de faire la Pléiade de Céline. Elle s'inquiète, elle consulte un avocat, ils deviendront amis avec ce François Gibault qui a défendu à ce moment-là l'OS, puis Bastien Thierry, l'auteur de l'attentat du petit Clamart contre le général de Gaulle. Donc vraiment pas un gauchiste voilà, enflammé. Et puis elle laissera, je contacte François, que je tutoie, qui est mon confrère, à qui j'ai succédé comme conservateur du musée du Barreau. Je lui dis, écoute, moi bien, j'ai dans mon bureau tous les inédits de Céline considérés comme perdus. Je me souviens, il me dit, oh, je te raccroche au nez parce que j'ai autre chose à faire que d'écouter tes blagues. Et je le rappelle, je lui dis, t'es en voiture, j'entends des bruits, etc. Il me dit, oui, je lui dis, garde-toi, s'il te plaît. C'est un homme qui a 92 ans aujourd'hui. Je dis, garde-toi, je ne veux pas un accident sur la conscience, et tu m'écoutes. Je lui dis ce qu'il y a dedans, je lui dis dans les grandes enjambées les titres, etc. Et il me dit, tu sais combien ça vaut? Je lui dis, c'est pas la question. On n'est pas dans une question d'argent, je pense que tu es héritier de Madame Détouche. Il me dit, je te le confirme, mais malheureusement, je ne suis pas tout seul. Il dit, c'est pas une question d'argent, c'est qu'elle a désigné une élève de danse avec moi, qui maintenant a une 69 ans, et qui a pris des cours dans le pavillon de Molière. Elle s'appelle Véronique Chauvin, donc je viendrai avec elle. Et je leur demande de rencontrer mon client et de regarder tout ça. Au début, ça se passe très bien. Le rendez-vous est plutôt fructueux. C'est surtout François Gibault et Jean-Pierre Thibaudat qui parlent. Et François Gibault se méfie un peu de Thibaudat, pense que Thibaudat a juste récupéré les manuscrits au moment de j'en sais rien chez quelqu'un. On disait dans les rumeurs que le comptable de Céline, qui a été un peu engagé dans la collaboration, mais que Céline disait être juif parce qu'il disait qu'il n'avait confiance que dans les comptables juifs, enfin dans les grands délires d'antisémites. On disait que ce monsieur avait embarqué une partie des manuscrits, et François est convaincu à ce moment-là que ces manuscrits viennent du comptable, ou des enfants du comptable, de la petite fille du comptable. Et Jean-Pierre lui dit non, on ne lui raconte pas l'histoire, on ne lui raconte pas Moranda, on lui dit non, croyez-nous, ça vient d'ailleurs, je les ai depuis 40 ans. Il lui fait passer une sorte d'examen oral, en l'interrogeant sur Céline, l'œuvre, les batailles auxquelles a participé Céline, le front, la guerre de 14, etc. Enfin, c'est très étonnant devant moi, là, ça dure 3 heures. Et au bout de 3 heures, ils sont contents comme tout, larrons, copains comme larrons en foire, et à peu près d'accord. Mais malheureusement, la dame à côté, Véronique Chauvin, nous ne mettons pas vraiment dans la conversation, mais qui assiste à tout ça, finit par dire, mais moi je ne suis pas d'accord, parce que je pense qu'il y a des choses antisémites là-dedans. Alors moi je lui dis benoîtement, madame, vous savez, malheureusement, j'ai peur qu'on n'apprenne pas que Céline était antisémite. De fait, elle me dit, oui, mais ça me gêne beaucoup. Donc, on en reste là sur quand même l'idée qu'il faut publier chez Gallimard, mais qu'on n'est pas tout à fait d'accord pour rendre tout public dans la minute. Et puis 2 jours plus tard, je reçois un message de François qui me dit, écoute, finalement, moi, elle m'a convaincu, je suis fatigué, elle va me faire changer d'avis ou m'embêter tout l'été, donc on veut tout arrêter, ne rien publier. Et nous rentrerons dans une petite bataille judiciaire, où cette dame aura la bonne idée de porter plainte contre mon client et moi pour vol et recel. Comme si nous étions entrés dans l'appartement de Céline pour voler ses manuscrits à partir de juillet 1944. Ça se terminera évidemment avec un classement sans suite, et puis ça se terminera avec le fait que nous appelons les journalistes pour mettre la lumière sur tout ça, avant de remettre à la police judiciaire la totalité des manuscrits, en pensant que c'est le meilleur endroit pour que ça soit mis à l'abri, de les remettre à la police avec un procès verbal. Et ça fera la une du Monde, ça fera 4 pages dans le Monde, ça fera des journaux, des articles dans toute la presse entière pendant l'été 2021, moment où nous décidons de rendre public toute cette histoire. Voilà. C'est une histoire extraordinaire. Vous l'aurez compris, ça a permis pour l'instant de publier Guerre et Londres, 2 des grands manuscrits inédits, La volonté du roi Kogold aussi. La Pléiade a été refondue pour ajouter un volume complet pour accueillir les inédits. Il faut maintenant reprendre beaucoup de choses. Mora Crédit, il existe désormais une deuxième version, enfin une version où on n'avait aucun manuscrit. Il y a beaucoup de lettres inédites, il y a beaucoup de textes inédits, il y a des nouvelles de jeunesse,
Il y a toute une correspondance incroyable. Il y a une révolution véritablement dans les études céliniennes. Il y a plusieurs biographies de Céline qui existent. Aucune n'est à jour. Je me souviens quand je suis rentré chez moi le soir de la publication du Monde, avec 4 pages dans le Monde sur cette histoire. Je me souviens d'avoir regardé le rayon Céline chez moi. Je ne suis pas un grand célinien, mais quand même j'ai un rayon Céline assez constitué comme un lecteur, on va dire un peu boulimique. Et il m'a dit, bah, tout est obsolète. Les biographes, parce que tous les textes publiés inédits sont autobiographiques en grande partie, comme toujours chez Céline. Hein. Voyage au bout de la nuit, Mort à crédit, Mes guerres, Londres, c'est Céline racontant sa blessure, racontant ses amours avec l'infirmière au dispensaire de campagne, c'est Céline se mettant en scène à Londres, c'est des choses extraordinaires. Voilà. Il reste évidemment caché encore, pour l'instant, et que les héritiers n'ont pas l'air très enclins de vouloir publier, les lettres avec Brasillac, notamment, ce que Céline aussi appelle le dossier juif, qui est évidemment pour moi primordial, parce que c'est ce qui permet, alors non pas d'expliquer, non pas de comprendre, mais d'étudier comment un écrivain de génie peut devenir un dingue haineux, spontanément, qui se met en 38 à 39 et en 41 à publier 3 livres de quasiment 300 pages, consacrés uniquement à la haine délirante contre les Juifs. Et là, il y a, si ce n'est une explication, en tout cas le fil conducteur intellectuel, c'est-à-dire tous les textes qui lui sont envoyés par le parti nazi depuis l'Allemagne et traduits spécialement pour lui. Voilà, il y a beaucoup de choses encore à faire. J'espère qu'ils auront la bonne idée ou la bonne conscience d'autoriser ce travail d'être fait avant, dans les années qui viennent. Et puis au pire, Céline tombe dans le domaine public en 2032, c'est-à-dire qu'il sera plus protégé en 2032, et ça sera peut-être le moment, alors à ce moment-là, de pouvoir tout publier sans avoir à demander leur avis à des gens qui ont l'air d'avoir des réticences politiques et morales, qui en réalité face à quelque chose qui est du patrimoine national et qui devrait être mis à la disposition de tous, surtout dans des moments et dans des temps où, vous le savez, depuis quelques mois particulièrement, on ne peut pas dire que la France soit en train de combattre au mieux l'antisémitisme, malheureusement, qui gagne de plus en plus d'esprit et de plus en plus jeune. Voilà. Évidemment, je suis prêt à répondre à toutes vos questions et à débattre de tout cela, mais je vous remercie surtout de m'avoir écouté.